Eh bien, bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Nous avons pensé qu'il était intéressant pour approfondir le thème de la saisie immobilière, de vous inviter, de convier pour des explications complémentaires et surtout très intéressantes, un spécialiste de la saisie immobilière, un avocat de Lyon qui est maître Serrato, Pierre-Yves Serrato, qui est avec moi. Alors, maître Serrato, on le connaît bien dans le milieu de la saisie immobilière, dans le cadre des recouvrements de créances, notamment pour les banques. Et maître Serrato pratique la saisie immobilière depuis un certain nombre d'années. Je ne sais même pas d'ailleurs depuis combien d'années, Pierre-Yves, tu pratiques la saisie Alors en immobilière. fait, déjà, bonjour à toutes et tous. J'ai ma première saisie immobilière, j'ai dû la faire en un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était en 1994. Oui, Ouais. d'accord. Donc tu as connu la réforme il y a quelques J'ai années. connu l'ancien régime, le nouveau régime, et je Exactement. pense qu'avec un peu de chance, je connaîtrai le prochain, Bah, écoute, je te le souhaite, je te le souhaite. puisque ça change quand même assez fréquemment maintenant. Exactement. Alors, j'avais quelques questions qu'il me semble intéressantes à poser. Et peut-être pour commencer, je voulais savoir, avec la vision d'avocat, quelles étaient les précautions qui te semblent utiles de prendre avant d'engager une saisie immobilière. Alors, il y a quand même un certain nombre de précautions, parce que quand on parle de saisie immobilière, on parle du bien immobilier qui appartient à quelqu'un qui parfois est son logement, donc on ne fait pas une procédure à la légère. La première chose à vérifier, c'est la créance en vertu de laquelle on va faire cette procédure de saisie immobilière. Il faut qu'elle soit certaine, liquide, exigible, vous savez ça par cœur. Mais surtout, il y a un problème parfois de disproportion de la mesure que nous allons engager, donc de la mesure de saisie immobilière, avec le montant de la créance. Un certain nombre de jurisprudences qui nous laissent à penser qu'avant de faire une saisie immobilière, il faut d'abord épuiser toutes les autres voies d'exécution possibles et après seulement se concentrer sur la saisie immobilière. La deuxième précaution, c'est le bien qu'on va saisir, parce que si vous prenez les très bons ouvrages que vous connaissez, on va vous dire, vous pouvez tout saisir, un usufruit, une propriété, vous pouvez saisir tout bien immobilier. En réalité, il ne faudra saisir que les biens immobiliers dont vous pensez qu'ils sont susceptibles d'être vendables. Aller saisir un usufruit, c'est quand même un peu périlleux. Et puis, la troisième précaution, c'est bien vérifier qu'on est le créancier de premier rang. Parce que si on fait une procédure de saisie immobilière sans être créancier de premier rang, on bosse pour le créancier de premier rang, mais pire encore, vous savez, si jamais personne ne porte les enchères, c'est celui qui poursuit la saisie immobilière qui reste adjudicataire. Et si vous n'êtes que le créancier de second rang, vous devrez payer le prix à hauteur de la créance du créancier de premier rang. Donc, votre client ne sera pas nécessairement content, un, de rester propriétaire d'un bien, et deux, en plus, d'avoir à en payer le prix. Donc, pas de saisie immobilière si on n'est pas créancier de premier rang. Donc ça Voilà veut dire, les principales précautions. très bien, et justement pour rebondir sur cette dernière observation, ça veut dire que finalement, si on n'est pas créancier de premier rang, mais qu'aucune hypothèque n'est inscrite sur le bien, qu'il n'y a pas de sûreté sur le bien, ce qui peut se vérifier en interrogeant le service de la publicité foncière, est-ce qu'il est quand même de bons conseils d'inscrire une sûreté avant d'engager une saisie immobilière, même si on Oui, n'a pas parce que d'inscrite? c'est vrai qu'en théorie, un créancier chirographaire peut aller faire une saisie immobilière, mais en fait, ce n'est pas de l'intérêt de son client. Parce que l'intérêt en fait, de la procédure de saisie immobilière, ce n'est pas tant de c'est pas tant de vendre, c'est d'encaisser le prix et de le distribuer et d'encaisser la créance de son client. Donc, s'il n'y a pas de créancier inscrit, il faut s'inscrire impérativement avant de lancer la procédure de saisie immobilière. C'est impératif. Si on veut Donc, être après, ce c'est n'est pas ça. une obligation légale, mais par souci d'efficacité, il faut impérativement être créancier inscrit et de premier rang pour mener à bien sa procédure. Et ensuite, lors de la distribution du prix, bénéficier de la partie la plus importante. Et ce, d'autant plus que même en étant créancier de premier rang, on n'est pas toujours le premier payé. Parce que si on vend un bien de copropriété, il y a un privilège occulte, qui est le privilège du syndicat des copropriétaires, dont les montants peuvent être importants. Ces montants ne sont inscrits nulle part. Et on ne les connaît qu'après la vente, quand on a notifié la vente. On a une opposition qui est faite par le syndicat des COP. Et là, on s'aperçoit, par exemple, que celui-ci a une créance de 10 000, 15 000, 20 000. Donc, autant de fonds que notre propre client ne percevra pas. Vous l'interrogez, les avocats, vous interrogez le syndicat des copropriétaires pour connaître un peu l'état de la créance, un petit peu avant de Oui, partir en alors saisie immobilière? comme nous avons de très très bons huissiers à l'instar d'Olivier Fradin, quand on leur demande d'aller faire les procès-verbaux descriptifs des biens, on leur demande de bien se renseigner sur qui est le syndic de la copropriété, ce qui nous permet ensuite de demander au syndic de copropriété s'il a une créance ancienne, quel est le montant, mais toutes ces informations sont non officielles, entre guillemets. On a le véritable montant uniquement lorsque l'on notifie la vente
et qu'en retour, on a l'opposition qui est faite par le syndicat. Très bien, merci de ces précisions. Une spécificité de la saisie immobilière est qu'il s'agit d'une procédure judiciaire, ce qui n'est pas forcément la règle en matière de procédure d'exécution. Les procédures sont plutôt extrajudiciaires. J'aimerais savoir quelles sont les raisons d'imposer, qui imposent l'intervention du juge dans la saisie immobilière. Est-ce que c'est finalement parce que c'est une tradition, ou est-ce qu'il y a des raisons qui sont quand même suffisamment importantes qu'il est plus sage de garder la présence du juge même aujourd'hui? Alors, ça n'est pas une tradition parce que avant la réforme, le juge avait très peu d'activité en matière de saisie immobilière. Entre guillemets, il était là uniquement pour veiller au bon déroulement des enchères. Grosso modo, c'était son seul rôle. Depuis la réforme, donc, qui date de 2006, la procédure est devenue véritablement judiciaire avec un vrai rôle du juge qui est de maintenir l'équilibre entre les parties. Ce rôle du juge, c'est notamment d'orienter la procédure à l'audience d'orientation en disant eh bien, je vais ordonner une vente amiable parce qu'on me le demande et je considère que le fondement est bon, ou alors je vais ordonner la vente aux enchères. Et puis surtout, tout au long de la procédure, il va vérifier que les règles ont bien été respectées, que les délais ont été respectés. Et en fait, tout cela est dû au fait qu'on touche à la propriété immobilière. Et du moment qu'on touche à la propriété immobilière, en droit français, il y a nécessairement un juge. Quand vous prenez les autres cas où l'on touche à la propriété immobilière, vous prenez l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est sous le contrôle du juge. Et si vous prenez depuis la réforme l'attribution judiciaire d'un bien immobilier, que peut demander le créancier hypothécaire lorsqu'il ne veut pas mener de procédure de saisie immobilière? Vous savez, c'est l'article 2458 du Code civil. Là aussi, c'est une procédure judiciaire. Idem, si on veut faire cesser une indivision pour ensuite aller vendre dans le cadre d'une licitation, c'est sous le contrôle d'un juge. Du moment que l'on touche l'immeuble, on touche déjà le droit de propriété. En droit français, c'est quand même le droit de jouir de la façon la plus absolue, etc. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais en plus, quand ça concerne un immeuble, le juge doit être là pour veiller à la régularité de la procédure et au maintien de l'équilibre des parties. Et en fait, à côté du juge, il y a les avocats, et la réforme a fait en sorte justement que le ministère d'avocat soit conservé, mais encore plus que ça, qu'il y ait la postulation obligatoire. Vous savez, maintenant, il y a des matières, notamment devant le tribunal de commerce, où l'avocat est obligatoire, mais n'importe quel avocat de France peut postuler devant le tribunal de commerce de Lyon. Ce n'est pas un problème. En revanche, en matière de saisie immobilière, il y a une postulation en fonction du lieu de situation de l'immeuble et du tribunal devant lequel nous sommes, pour garder justement cet équilibre entre l'avocat du créancier poursuivant, l'avocat du débiteur saisi. Comme tu précèdes mes questions, c'est parfait parce qu'effectivement, à côté du rôle du juge, je voulais te poser la question de savoir quelle était l'utilité qu'il y ait à la présence d'un avocat qui n'est pas obligatoire en procédure d'exécution en général et qui effectivement est obligatoire pour la saisie immobilière, mais je crois que tu as bien répondu. Et clairement, c'est une particularité qui méritait d'être soulignée. Alors, puisqu'on parle d'avocat, il y a quand même une vraie spécificité de la saisie immobilière, c'est que c'est une procédure pratiquée par un nombre très restreint d'avocats. Oui. Quelle est l'explication que tu pourrais nous donner sur justement cet état de fait? Pour revenir sur le rôle de l'avocat durant la procédure de saisie immobilière, le ministère de l'avocat est obligatoire, sauf dans un seul cas, lorsque vous allez solliciter la vente amiable de votre bien, par exemple, vous êtes le débiteur saisi, on arrive à l'audience d'orientation, vous avez conscience que vous n'arriverez pas à régler la créance sans que le bien soit vendu, mais vous voulez être un petit peu volontaire et faire en sorte que la vente soit peut-être plus rapide ou à un meilleur prix. Dans ces cas-là, vous pouvez seul demander au juge de l'exécution, sans avocat, l'autorisation de vendre ameublement. C'est le seul cas. Après, pour tout le reste, contestation de la créance, contestation des délais, etc., il faut un ministère d'avocat. Alors, nous sommes peu nombreux. Pourquoi? Nous sommes peu nombreux comme avocat poursuivant, c'est-à-dire celui qui va mener la procédure de A à Z, parce que c'est une matière avec plein de choses trappes, des délais extrêmement brefs, des délais qui sont sanctionnés non pas à peine de nullité, mais à peine de caducité, donc impossible de se rattraper. Quand on a un délai à peine de nullité, on arrive toujours à expliquer qu'il n'y a pas eu de grief, etc. Là, caducité, c'est caducité, point terminé, on ne discute pas. Vous n'avez pas respecté le délai, c'est terminé, au revoir, merci. Avec tous les problèmes de prescription qu'on peut avoir, c'est pour ça qu'on double toujours nos actes. Quand on fait une procédure de saisie immobilière, on sait qu'il y a toujours quelque chose d'aléatoire. Donc, si on veut interrompre la prescription, on ne le fait pas qu'avec la procédure de saisie immobilière. Donc, tout ça est extrêmement technique. C'est la raison pour laquelle nous sommes peu nombreux. Et la raison également, c'est que ceux qui vendent, ce sont les avocats des banques et les avocats des régies, c'est-à-dire des syndicats de copropriétaires. Parfois, ce sont aussi des avocats de mandataires liquidateurs.
quand ils n'ont pas trouvé, quand il n'y a pas eu de possibilité de vendre amiablement dans le cadre de la liquidation judiciaire, par exemple, on va aller devant le tribunal, on va suivre une procédure qui ressemble à de la saisie immobilière, mais qui de toute façon est toujours sous l'égide du juge de l'exécution. Pareil en matière de licitation. Donc, ce qui fait qu'il faut au départ avoir un dossier de recouvrement et qui, à terme, nous amènera à une procédure de saisie immobilière. En revanche, il y a beaucoup plus d'avocats qui vont aller acheter à la barre du tribunal parce que c'est un tout petit peu moins technique. Alors, c'est de moins en moins vrai parce que maintenant, il y a de plus en plus de choses trappes. Et notamment, il y a un vrai dossier à monter avec des attestations, des pièces d'identité et des attestations surtout de celui qui va acheter, qui va attester qu'il n'est pas un marchand de sommeil, etc. Donc, avant, pour porter les enchères, c'était assez facile, assez simple. Maintenant, ça se complique un petit peu. Il y a beaucoup plus de confrères qui vont aller porter les enchères que de confrères qui vont mener la procédure du début jusqu'à la fin. Grosso modo, sur Lyon, si nous sommes une vingtaine à faire régulièrement de la procédure de saisie immobilière, c'est vraiment le bout du monde. Oui, sur un nombre de 3600 avocats, je crois, à Lyon C'est maintenant. ça. Voilà, Ça. donc Ouais. la proportion est évidemment très faible. Très bien. Alors, sans être trop technique, parce que c'est une matière où la technique peut être vite très complexe. Elle nous rattrape assez facilement. Ouais, c'est vraiment une des particularités. Mais alors, sans être trop technique, ce qui est du coup un exercice pas très facile, est-ce que tu pourrais nous indiquer, en gros, la durée approximative d'une procédure de saisie immobilière, à partir du moment où on décide de la lancer, jusqu'au moment où le bien est vendu, voire même jusqu'au moment où l'argent est distribué ensuite de la vente du bien? Ouais. Alors, ça dépend beaucoup du débiteur, en fait. Dans une procédure saisie immobilière où il n'y a aucune contestation, c'est-à-dire du jour où je délivre mon commandement à l'audience d'orientation, pas de contestation, à l'audience d'orientation, personne ne dit rien, tout le monde est d'accord, soit pour une vente amiable, soit pour vendre à la barre du tribunal. Sans aucune contestation, la procédure va durer à peu près entre 12 et 14 mois. Parce qu'on a des délais impératifs. Il y a des formalités qu'on ne peut pas faire avant qu'un certain délai se soit écoulé. D'autres, on ne peut pas les faire après un certain délai. Donc, sans contestation, 12-14 mois. Après, ça se complique si le débiteur commence à être un petit peu contestant. Parce que à l'audience d'orientation, c'est un vrai jugement qui est rendu, ce qui veut dire qu'un appel est possible. Un appel, une cassation, etc. Alors, toutes les décisions du juge de l'exécution, vous le savez, sont exécutoires plein droit, mais le créancier qui va poursuivre une procédure alors qu'un appel est en cours, le fait toujours à ses risques et périls. C'est le principe de l'exécution provisoire. Avec une exécution provisoire, c'est aux risques et périls. Donc ça peut très facilement nous faire perdre beaucoup de temps. Et puis après, il y a les aléas de la procédure. Alors, il y a le surendettement du débiteur qui va nous faire perdre beaucoup de temps parce que ça va nous obliger à suspendre la procédure pendant un délai qui sera de maximum 24 mois, mais ça prend déjà pas mal de temps. Et puis, il y a les aléas de la procédure classique avec le décès du débiteur, avec le bien qui se dégrade et ensuite tout ce que l'on peut trouver dans une procédure. La saisie immobilière la plus ancienne que j'ai eue a pu durer 3 ans. Ça peut durer 3 ans. Et puis après, notamment pour les syndicats des copropriétaires, il y a un phénomène qui est assez récurrent, c'est que la créance syndicale des copropriétaires n'est jamais très, très importante. Ce qui fait que le débiteur va la régler, va prendre tout le temps de la procédure pour la régler, mais tout en ne payant pas ses charges courantes. Ce qui fait qu'une fois qu'il aura réglé la première créance, eh bien, le syndicat va prendre un nouveau titre, va recommencer une procédure, il va être réglé en bout de course au bout de 12 mois, puis pendant ce temps-là, il ne sera toujours pas payé, donc il va recommencer. Donc parfois, on a des débiteurs professionnels que l'on connaît, que les magistrats connaissent, on les appelle quasiment par leur prénom, et malheureusement, on n'a pas de solution à ce genre de choses. Très bien, non, mais en tout cas, c'est très clair. Je rebondis juste peut-être sur un dernier point. Tu as cité tout à l'heure, à juste titre, la possibilité de l'attribution judiciaire d'un bien à la place, à la place d'une saisie immobilière. Est-ce que les créanciers banquiers, donc les banquiers qui sont payés des prêts qu'ils font et qui entraînent du coup l'engagement d'une procédure de saisie immobilière pour récupérer leur dû, est-ce que les banquiers optent pour cette procédure d'attribution judiciaire du bien ou est-ce qu'ils se dirigent plutôt sur la saisie immobilière? Non, ils se dirigent plus volontiers sur la saisie immobilière. Et généralement, les banquiers ne veulent pas rester adjudicataires. Ils restent adjudicataires par défaut si personne ne se présente. Et généralement, le banquier qui est bien organisé, à côté de la banque classique, il a une foncière qui est marchand de biens, parce que quand on achète avec la qualité de marchand de biens, on paye des droits qui sont extrêmement réduits. Et donc, il nous donne un pouvoir symbolique en disant si personne ne se présente, vous allez porter les enchères
pour la société en nom collectif Trucmuche, qui est ma filiale. Vous allez mettre 3 euros de plus et puis comme ça, je l'aurai en portage dans ma structure marchand de biens. Mais ils détestent rester adjudicataires. Donc, ils n'aiment pas parce que ce n'est pas leur métier. Il faut assurer le bien, il faut l'entretenir, il faut le vendre, il faut parfois le réparer, il faut le remettre aux normes. Ce n'est pas du tout leur métier. Donc, leur volonté, c'est que la procédure aille jusqu'au bout, que le prix soit payé et qu'ensuite le prix soit distribué. Quant au délai de distribution de prix, tu me posais la question, Ah oui, Olivier, on a c'est répondu. vrai. C'est vrai. Le délai de la distribution du prix, là aussi, ça dépend quelle procédure sera amenée. Si je suis le seul créancier, ça va très très vite. Je fais un courrier au séquestre, donc, puisque une fois que le prix est payé, il est payé à la Caisse des dépôts et consignations, en lui disant « Coucou, je suis le créancier, voilà quel est le montant de ma créance, vous devez me payer. » Et j'empoche ma part sur le prix. En revanche, si j'ai plusieurs créanciers, je dois faire un état de distribution que je vais notifier à tout le monde, qui pourra être contesté. S'il est contesté, je suis obligé de faire une réunion à mon cabinet, une réunion amiable, où généralement le débiteur ne vient pas. Donc du coup, je fais un PV de difficulté. Ensuite, je vais saisir le juge. Devant le juge, tout le monde peut recontester. Et c'est le juge qui va rendre un jugement distribuant le prix. Alors, on leur facilite la tâche. On fait de très jolis tableaux. On leur donne tout pour qu'ils aient simplement à vérifier si notre distribution était bonne ou pas. Dans le premier cas où je suis tout seul, grosso modo après la vente, le temps d'obtenir le titre du greffe, de le publier à la conservation des hypothèques, de faire le courrier, d'avoir une réaction de la Caisse des dépôts, en 3 mois, c'est fait. Ouais, c'est ça. En revanche, distribution judiciaire avec plusieurs créanciers, sans contestation, il faut compter à peu près 6 mois. Avec contestation, ça peut durer un petit moment. Parce que ici encore, c'est le juge, comme je vous le disais, qui va rendre un jugement. Donc, appel possible. Et à partir de là, on est reparti dans les procédures à double degré que l'on connaît bien. Très bien. Écoute, merci de toutes ces précisions. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta défense sur cette matière? Non, tout est bon, tout est clair? On a toujours tendance, alors s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, on a toujours tendance à penser que la saisie immobilière, c'est fait par des gros vilains méchants comme moi qui ne pensent qu'à une chose, c'est de vendre le bien. Il est méchant aussi, il lui arrive d'être méchant. Si. Mais en réalité, depuis la réforme, on a véritablement trouvé un équilibre. Et quand on tombe sur des débiteurs qui ont conscience que de toute façon, à un moment, il faudra payer et qui font les choses en règle, on termine plus volontiers les procédures par des ventes amiables. Et à partir de là, tout le monde est content. Et je suis étonné de savoir que je reçois des courriers de débiteurs qui me disent merci beaucoup parce que vous nous avez aidés, on a vendu, vous avez distribué le prix rapidement. Et à partir de là, on a pu rebondir. Parce que généralement, les gens qui sont saisis ne sont pas nécessairement des gens de mauvaise foi. Ce sont des gens qui ont eu un accident de la vie, qui ont divorcé, qui ont connu un décès, qui ont perdu leur boulot et n'ont pas fait jouer l'assurance en temps utile, etc. Donc, parfois, vous avez vraiment des cas qui sont assez émouvants. Et les avocats des créanciers ne sont pas des vilains. Au contraire, on les aide vraiment, on essaie de les aider, mais en conservant l'équilibre. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être raisonnable, il ne faut pas non plus que le débiteur fasse exactement ce qu'il a envie de faire, et il faut qu'on défende les intérêts de nos clients. Mais les intérêts du créancier et les intérêts du débiteur, ils se rejoignent sur une chose, c'est que plus vite l'argent est distribué, et quand il en reste pour le débiteur, il est bien content que ce soit distribué rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la saisie immobilière, et bonne chance pour la suite de vos études. Merci Pierre-Yves de ces précisions fort intéressantes. Et écoutez, à très bientôt, chères étudiantes et chers étudiants. Au revoir.